Notre prochaine présentatrice, Madame Dominique Rabet, après 20 ans en entreprise touristique, à titre de voyagiste, autocariste, tourisme social, Madame, elle a créé un cabinet conseil, un organisme de formation en 1997. Donc, elle est formatrice, elle est spécialiste de l'accessibilité du tourisme et de la culture au public handicapé. Depuis 2003, elle a animé plus de 300 stages et ateliers. Ses thèmes d'intervention, l'accueil des publics, les normes du cadre bâti, les critères du label tourisme et handicap, la technique du écrire en facile à lire et facile à comprendre, les déficiences sensorielles. Dominique Rabet est membre de l'association Tourisme et Handicap de la Fondation Design for All. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun. Je vais regarder un peu mon papier pour ne pas dépasser mon temps, parce que c'est impressionnant. Je voudrais commencer par... évidemment, je pars de mon expérience, mais cette expérience, elle permet de faire aujourd'hui un certain nombre de constats. C'est des constats qui ont d'ailleurs été en France dès les années 98-99, ont été pointés du doigt lors d'études commanditées par notre ministère du Tourisme de l'époque. La première chose, c'est que les personnes du tourisme pensent handicap égale fauteuil roulant. Parfois même, ils oublient qu'il y a une personne dans le fauteuil roulant. Là, c'est important de dire ça parce que on sait que les personnes utilisatrices de fauteuil roulant correspondent environ à 1/8 de la population handicapée. Donc, c'est oublier pas mal de monde que de restreindre cette connaissance. Donc, le premier constat, c'est la méconnaissance de l'ensemble des situations et des handicaps. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est de penser que dès que j'ai fait des travaux, ça suffit, j'ai mon accessibilité. Donc, en plus, on va nous dire, chez les professionnels du tourisme, que les travaux coûtent cher, qu'on ne voit pas forcément beaucoup de personnes. Donc, le prochain constat, c'est la méconnaissance des actions à mettre en œuvre, pensant qu'il n'y a que des travaux. Et le troisième constat, c'est qu'il y a peu de clients, donc méconnaissance à la fois d'une notion d'ouverture à d'autres publics que les personnes handicapées, que sont, mais on les a cités depuis le début de ce sommet, que vont être les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants en poussette, etc. Autre constat, ces professionnels du tourisme, bien souvent, n'ont pas côtoyé de personnes handicapées. Et en France, nous sommes aussi dans une société qui, jusque dans les années 2000, avait eu tendance à faire des choses en faveur des personnes handicapées et non pas en incluant les personnes handicapées, mais en faisant des choses exprès pour elles. Donc il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de peurs, de craintes, d'idées reçues, ce qui fait que le quatrième constat que j'évoque, c'est la méconnaissance des personnes elles-mêmes, des personnes en situation de handicap. Et cette ignorance, à mon sens, est le premier frein d'ailleurs à l'accueil des publics. Et le dernier constat que je pointe ici, on pourrait en faire d'autres, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce que peut faire ou pas faire une personne handicapée. Donc le fait d'avoir des a priori fait que on a décidé à la place de la personne. Alors, si vous n'êtes pas trop convaincu de ce que je viens de vous dire, je suis allée me promener dans quelques lieux touristiques qui avaient annoncé qu'ils étaient accessibles. Alors, je suis sur un parking d'hôtel, je crois qu'il y a des personnes déficientes visuelles dans la salle, je suis sur un parking d'hôtel et la végétation a complètement caché le pictogramme qui dit où je peux me stationner, le stationnement réservé à la personne en situation de handicap. Je pense que le jardinier n'a pas suivi de formation. Je suis là dans un hôtel où les personnes, les femmes de chambre ont laissé les chariots de linge, après avoir fait les chambres, juste devant le panneau de signalisation. C'est-à-dire que je ne peux plus, à part avoir l'étage, je ne peux plus m'orienter. Je pense que la femme de chambre n'a pas fait de formation.
Là, je suis dans un grand palais d'exposition de la région parisienne. Et là, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas fait la formation, c'est-à-dire que nous avons le chariot à ménage avec les balais, les produits qui se situent dans l'espace où devrait être la personne avec son fauteuil roulant. Et une fois que la personne en fauteuil roulant se mettrait là, elle aurait la barre de transfert dans le dos et le papier hygiénique sur la tête. Donc là, je pense que ni l'architecte, ni le concepteur, ni la femme de ménage n'ont fait de formation. Là, je suis dans une chambre d'hôtel, d'un hôtel de luxe, dans une chambre pour personnes à mobilité réduite. Alors, je pourrais pointer, toujours pour nos amis déficients visuels de la salle, on va voir du linge qui a été mis à 1,80 m du sol pour aller chercher sa serviette de toilette. On a mis des miroirs, un sèche-cheveux. Il y a tout, c'est bien, c'est super, la chambre est très belle, mais pas du tout pratique si je vis à 1,30 m du sol. Voilà, alors j'espère que je vous ai convaincu, mais du coup, quelles compétences développer, quel contenu proposer aux professionnels du tourisme? Moi, je m'appuie sur les piliers de l'accessibilité. Quand on veut qu'il y ait de l'accessibilité, on ne peut pas s'arrêter qu'aux travaux. On est obligé, me semble-t-il, d'y ajouter un certain nombre d'équipements, de s'organiser, d'informer. L'information a été évoquée plusieurs fois dans ce sommet. Et puis de développer des attitudes. Alors, il y a accessibilité si ces 5 piliers sont rassemblés. Ça nous donne, selon moi, les programmes de formation. Stéphanie a bien développé son programme. Moi, je vous donne des thématiques de stage. Si je parle des travaux, je vais être dans la législation, la réglementation, la connaissance des normes, la connaissance des critères dans le cadre d'un label, par exemple celui du label Tourisme Handicap, la capacité d'observation, la capacité de prendre des mesures, etc. Dans les équipements, c'est savoir choisir mon mobilier. Je suis restaurateur, j'achète des tables, il faut qu'elles soient assez hautes pour que la personne utilisatrice de fauteuil roulant puisse venir s'y installer. Connaître des outils utilisés par les personnes handicapées. Manipuler des documents en braille, en gros caractères, des maquettes, voir ce dont il s'agit. L'organisation. C'est savoir agencer son espace, c'est acquérir des réflexes pour laisser des espaces libres, ne pas créer d'obstacles, c'est laisser des appareils. Alors par exemple, l'appareil de transmission de son à induction magnétique, utile aux personnes malentendantes appareillées, s'il est au fond d'un placard non chargé, il n'y a pas d'accessibilité. Pourtant, j'ai acheté le matériel. Et puis, il faut savoir s'en servir, c'est la formation. Et puis, classer sa documentation, etc. Dans l'information, c'est la collecte de l'information. C'est savoir donner une information précise, fiable. C'est aussi avoir la capacité d'interroger son client handicapé de façon non intrusive, mais précise. C'est utiliser des outils spécifiques de communication. C'est proposer des alternatives non discriminantes. Ça fait partie de ces thèmes de formation qu'on commence à trouver sur notre territoire français. Et puis le dernier pilier, non des moindres, c'est les attitudes, c'est les techniques d'accueil. C'est de rappeler dans les stages que la personne handicapée a besoin d'un accueil à la fois humain et technique, et non pas ou l'un ou l'autre. L'humain étant le regard amical, et le bon regard, le technique étant la connaissance des produits pour répondre aux questions précises du client. C'est avoir de l'empathie et non de la pitié. C'est développer des postures qui ont été évoquées par les collègues du Québec, telles que techniques de guide des personnes aveugles, des postures face à une personne déficiente auditive. Et puis le réflexe, et là on pourrait faire une joint venture, ça se dit pas joint venture ici au Québec, hein, ça non, pas du tout, pas du tout. Mais en quoi puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? Alors comment le faire? Comment faire ces formations? Intégrer le sujet dans la formation initiale, ça commence à être le cas. On a des diplômes qui intègrent des diplômes du tourisme, du loisir, des loisirs sportifs qui intègrent le handicap. De plus en plus d'universités intègrent le sujet. Et récemment en France, il y a quelques mois,
pour ne pas dire quelques semaines, la loi impose des formations sur le sujet, sur un certain nombre de métiers. Des architectes, certes, mais également des personnels en lien avec les personnes. C'est développer la formation permanente de tous ceux qui ne sont pas passés par la formation initiale. Les taxis, conducteurs de cars, agents d'accueil de tourisme, les agents d'information touristique, les hôteliers, les restaurateurs, les musées. Et en France, on a aujourd'hui des associations de personnes handicapées, des organismes de formation, des entreprises elles-mêmes qui assurent ces formations permanentes. Et puis des labels, comme le label Tourisme et Handicap, vont exiger des formations de personnel en lien avec le public. Donc ça obligera l'employeur à prévoir ces formations. Quel formateur? Ça, c'est une petite... j'ai envie de lancer ça et je suis contente, Stéphanie, de ce que tu as dit tout à l'heure, parce que en France, il y a des questions parfois. Est-ce qu'il faut être une personne handicapée pour être la bonne personne? Alors, moi, en tant que personne valide, je vais dire que le fait d'être une personne handicapée, pour moi, il ne me donne pas de légitimité pédagogique. Par contre, il me donne la légitimité de ma situation. Et puis, comme pour des personnes ordinaires, la personne handicapée peut avoir un talent pédagogique. Mais du coup, moi, je revendique qu'une personne valide puisse aussi transmettre et enseigner sur les déficiences et sur les situations de handicap. Donc, vous m'avez bien compris, c'est juste de dire, c'est pas parce que je suis handicapée que je ne peux pas enseigner, c'est pas parce que je suis valide que je ne peux pas le faire. L'impératif pour moi, c'est de connaître le secteur du tourisme, c'est vraiment d'aider les stagiaires à transférer ce qu'ils apprennent sur leur métier. C'est ça le problème majeur pour moi. Rejoindre le professionnel dans son métier de façon ludique, pourquoi pas. Si vous dites à un hôtelier qu'il faut qu'il y ait un espace à côté des toilettes, il va trouver que ça fait beaucoup de place. Il va mettre un vase ou un peu de fleurs. Il faut l'aider à comprendre à quoi ça sert. Si on parle de contraste à un restaurateur, il ne sait pas pourquoi, à quoi ça sert. Si on lui fait découvrir par un jeu que ça peut être plus confortable, par exemple ici en inversant les couleurs, ça peut marcher. Alors les styles de stage, je vais aller assez vite, bien sûr en salle, mais des mises en situation dans l'espace touristique. C'est là qu'on repère les obstacles, les difficultés vécues par les personnes en situation de handicap. Parce que je suis au restaurant, parce que je suis dans une rue pavée. C'est la mise en situation dans des lieux de travail, dans des lieux qui ont déjà fait des aménagements, des offices de tourisme. C'est intéressant d'aller se former sur son propre lieu de travail. C'est d'aller voir les pairs, d'aller voir ceux qui ont déjà fait des choses, comment tu as fait. Et là, sur la photo, on voit un groupe de stagiaires d'office de tourisme qui interrogent une de leurs collègues dans une autre ville. Quel matériel vous avez? Quels documents vous avez? Manipuler des outils. Apprendre à proposer aux clients handicapés aussi ces outils-là. Se mettre en situation pour comprendre les besoins spécifiques. Et puis apprendre à ne pas préjuger et changer de regard. Je vous remercie de votre attention. Madame Rabet, est-ce que vous avez, dans votre expérience, des bonnes pratiques peut-être à partager au sujet de compagnies aériennes ou différentes formes de transport pour les personnes sourdes ou malentendantes que vous pourriez partager avec nous? Peut-être que les gens plutôt actif. Peut-être que les gens de l'Agence canadienne de transport pourraient s'inspirer de bonnes pratiques que vous avez vues ailleurs dans le monde. Vous touchez à un problème, une question très intéressante. Il ne peut pas y avoir de tourisme s'il n'y a pas de transport. Non, c'est le concept de base. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'interviens quasiment exclusivement sur le réceptif, sur ce qui fait le produit. Mais encore faut-il que la personne arrive jusqu'à nous. Mais il y a dans la salle... tu veux dire quelque chose? Il y a dans la salle quelqu'un qui est français, qui est responsable d'une agence et qui fait voyager beaucoup de personnes déficientes auditives. D'accord. Alors, monsieur? Bonjour. La vidéo que nous avons vue de Suzanne pour les personnes malvoyantes existe aussi de la même manière, plus ou moins de la même manière pour les personnes sourdes, malentendantes en France.
En fait, il faut vraiment informer la compagnie, dire le nombre de personnes qui sont déficients auditifs avec accompagnement ou sans accompagnement, etc. Et ça se passe plus ou moins de la même manière. Mais ça, c'est une préparation à l'avance. Il y a des dérogations exceptionnelles à demander quand il y a des grands groupes ou des petits groupes. Voilà, c'est pour dire que l'invention de ce film est très bien pour l'ouverture générale. Mais on connaît déjà, ça fait des années on voit les mêmes dispositifs avec des progrès plus ou moins avancés. Je pense que quand on veut parler de handicap universel, il faut présenter les quatre à la fois pour voir les progrès qui se font des quatre à la fois. Parce que je pense que chaque individu a besoin d'une accessibilité différente, plus ou moins importante. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui. Par contre, en matière de transport, la SNCF, donc les chemins de fer français, font depuis déjà de quelques années des formations avec des supports en film également. La RATP, qui est la régie des transports de Paris, fait aussi des tas de documents et vient de sortir un document pour les personnes déficientes intellectuelles qui s'appelle « Je prends le métro ». Et c'est une sorte de roman photo. Et bien, c'est très utile pour les personnes étrangères Aussi. ou des personnes déficientes auditives qui auraient des difficultés de lecture ou des personnes... bref, c'est des outils qui rentrent et qui permettent d'assurer la chaîne de déplacement, parce que le problème évoqué tout à l'heure de la rupture entre mon taxi et mon comptoir, ça, c'est des problématiques que l'on va rencontrer souvent. Et la législation française de 2005 a insisté beaucoup sur cette chaîne de déplacement et pour dire que l'accessibilité ne doit pas avoir de rupture. Donc on a beaucoup de travail encore à faire pour arriver à former tous les maillons et que ces maillons se rejoignent bien. Et sur tous les types d'handicap. Et sur tous les types de handicap, oui, il faut le rappeler toujours ça. Parce qu'on se dit, on est accessible en chaise roulante, bravo, on est content, mais ça ne répond pas à tous les types d'handicap. Monsieur Margot, En Suisse, la législation pose le principe que toute information donnée de manière sonore dans un transport public doit être aussi donnée de manière écrite sur un tableau déroulant. On a un peu de retard dans la mise en application de la loi, comme bien sûr partout, mais les choses bougent. Je voulais juste rajouter une chose. Le débat qui vient d'avoir lieu m'a fait penser à une chose que je vais mettre en place à mon retour en Suisse. L'École suisse du tourisme propose à ses étudiants et impose à ses étudiants des cours de langue. Et ils ont à choisir, en plus de l'anglais et de l'allemand et du français, une langue exotique. Ça peut être le russe, ça peut être l'arabe, ça peut être le chinois. Et il n'y a pas dans le catalogue des langues la langue des signes. Je pense qu'on pourrait l'ajouter, ça serait une très bonne démarche. ça me donne des idées. Bravo. Oui, il y a une question ici encore. Une petite question Oui. pour Suzanne. Suzanne, nous avons vu la personne accompagnée d'un labrador. Il y a une place pour deux sièges. Est-ce que l'animal est considéré comme un accompagnement spécifique d'une gratuité pour accompagner, ou bien il y a un coût réel? Comment ça se passe en fait? Parce que pour une personne handicapée accompagnée, par exemple, je prends une personne sourde, il y a toujours un accompagnateur. Et cet accompagnateur paye sa place comme tout le monde. Donc là, je vois que c'est un animal. C'est très intéressant de savoir s'il y a un coût planifié ou bien une gratuité exceptionnelle, et c'est toujours comme ça. So I think you're asking about the extra seat. The two extra two seats, when for a it's cost. a human, then there's a cost associated and Yeah. the person has to pay. Where if it's a dog, do they have to pay? Well, I'd say that depends on the size of the dog. You know, the agency did issue a one-person, one-fare decision, meaning that, you know, one person who needs, whether it be an attendant, whether it due to their size, due to disability-related reasons, whether it's for an animal, sometimes additional space does need to be provided. Now, these are only
they're not even regulation. It was really decisions made against specific air carriers. So there are only certain air carriers required to provide that on certain routes. However, we have found, and it's in one of our codes of practice too, we have a whole big section on providing sufficient space for service animals, and we outline what is a large dog, a small dog, a medium dog, and how much space they require. So carriers are expected to, and generally do, and we usually hear from people when they don't, provide sufficient space for the animal at no extra cost. Yeah, certainly. Yeah.